À quoi faut-il s'attendre avec l'euro numérique? C'est la question qui va nous animer dans ce rendez-vous généralement dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, l'écho des cryptos, mais aujourd'hui plutôt dédié aux monnaies numériques de banque centrale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stervinou. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiement au sein de la Banque de France. Alors, l'euro numérique, on commence à comprendre quand est-ce qu'on pourra l'utiliser. Christine Lagarde a évoqué sa sortie, si je puis dire ainsi, ou en tout cas son lancement au plus tard pour 2027. On est aujourd'hui dans une phase exploratoire, si on peut l'appeler ainsi, avec 5 acteurs qui ont été sélectionnés dans le but de développer cet euro numérique. Et avant de parler solutions, il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut faire face. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quels sont les grands sujets de travail aujourd'hui, Alexandre Stervinou? Alors déjà, effectivement, c'est une phase d'investigation dans laquelle nous sommes, et ce jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes en train de regarder au niveau de la Banque Centrale Européenne, avec l'ensemble des banques centrales de la zone euro, la Banque de France en fait partie, y contribue activement, l'ensemble des concepts et des paramètres que l'on peut mettre en place pour l'architecture d'un euro numérique, de ce à quoi il pourrait ressembler finalement dans le futur. On pense à un lancement possible pour 2026-2027, en effet, vous l'avez rappelé. Mais moi, je tiens quand même à souligner qu'on est aujourd'hui dans une phase exploratoire. On est en train de regarder l'ensemble de ces sujets. Il y a beaucoup de sujets à regarder de près, notamment par exemple tout ce qui est données privées. C'est un élément évidemment assez fondamental aujourd'hui pour ce que pourrait être un euro numérique. Et puis aussi la part d'insertion de l'euro numérique dans l'espace aujourd'hui des paiements de détail, les retail payments comme on les appelle. Donc l'interaction de l'euro numérique avec les intermédiaires, avec les consommateurs, avec les commerçants. C'est vrai que c'est une des questions qu'on voit revenir souvent, c'est comment est-ce que ça va remplacer les espèces? Est-ce que ça va venir en complément des espèces? Est-ce que ça va remplacer, je ne sais pas moi, un virement ou un paiement carte bancaire pour un achat sur Internet? C'est quelle sera la place de cet euro numérique dans le paysage existant? Oui, tout à fait. C'est une question tout à fait légitime. Alors, le point central, c'est qu'un euro numérique ne serait pas là pour remplacer les espèces ou remplacer les moyens de paiement digitaux que l'on connaît, la carte, le virement, les différentes applications mobiles que l'on a. Non, c'est un moyen de paiement complémentaire, mais qui est l'équivalent d'un billet dans le monde du numérique. Et c'est une grande question que l'on se pose aujourd'hui, qui est due notamment à tout ce que l'on connaît dans le domaine des cryptoactifs, c'est le titre de votre émission. Bien sûr. Et on a aujourd'hui une véritable demande pour des actifs de paiement numériques. Comment y répondre et comment la confiance peut être maintenue dans ce domaine-là, le domaine du numérique? Les banques centrales regardent cela de très près et voient à se dire, est-ce qu'on a aujourd'hui un billet dans l'espace physique? Est-ce qu'on peut pas le transposer dans l'espace numérique, tout simplement? Alors justement, le rapport avec les crypto-monnaies, c'est peut-être une des questions qu'on se pose aujourd'hui. On a le sentiment quand même que ces monnaies numériques de banque centrale ont accéléré, ou en tout cas leur développement ont accéléré. Plus on parlait finalement de crypto-monnaies, plus ce développement s'accélérait. La question qui peut se poser, c'est quand on développe une monnaie numérique de banque centrale, est-ce qu'on fait appel à la technologie blockchain? Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. Aujourd'hui, on regarde vraiment... Donc c'est pas une crypto de banque centrale finalement? Pas nécessairement, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. La technologie sous-jacente, elle viendra après. Aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question réellement, c'est quel est le besoin pour un euro numérique? Encore une fois, comment il peut s'insérer dans le paysage des paiements de détail? Le pourquoi sur l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie stratégique européenne? Comment réagir vis-à-vis de géants du numérique qui sont capables d'offrir leurs propres moyens de paiement? Redonner un peu cette indépendance aux acteurs européens? C'est tout un tas de questions essentielles, avec les données privées, avec l'inclusion financière, l'inclusion digitale aussi, ou l'inclusion numérique, comme on en parle des fois de temps en temps. Bien sûr. Des éléments absolument essentiels, mais qui n'ont rien à voir avec la technologie. Alors peut-être qu'on utilisera de la technologie du type blockchain de manière sous-jacente, par exemple avec les intermédiaires financiers, mais c'est une question qui est encore très très ouverte. Oui, donc ça veut dire qu'en fait la question de la technologie n'est pas encore posée. Aujourd'hui, on est plus sur comment vraiment on va intégrer cette solution dans le paysage existant, c'est-à-dire qu'elle va être la plus-value quelque part d'un euro numérique. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette question de la plus-value, et on aura d'ailleurs une trajectoire législative aussi, puisque la Commission européenne, le Parlement, le Conseil, donc les États membres vont se poser la question d'un support législatif en complément de ce qu'un euro numérique technique pourrait être. Et puis nous, Banque Centrale, on se pose la question de l'architecture. Conceptuellement, comment doit être un euro numérique? Avec qui? Et de quelle manière on peut le construire? La technologie va venir après, par exemple pour des soucis de performance, de résilience, de sécurité. Et donc là, on est déjà en train de regarder un certain nombre d'options, mais rien n'est établi aujourd'hui. Et les histoires de blockchain font partie du paysage technologique, mais ce n'est pas du tout la seule solution viable.
Parce que c'est vrai qu'effectivement, alors je rentre un peu dans la technique, ou en tout cas dans les questions techniques, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Le sujet de la sécurité, notamment, est-ce que je pourrais me faire pirater demain un euro numérique ou autre, et puis le sujet de l'accessibilité, c'est-à-dire que est-ce que ça va être un portefeuille virtuel sur mon téléphone, est-ce que je ne pourrai payer que quand je serai connecté à Internet? Ça, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose quand on veut développer un euro numérique? Absolument. On pense au cas d'usage au démarrage déjà. Donc, dans quelle situation on va utiliser un euro numérique? Qu'est-ce que j'achète avec un euro numérique déjà? Qu'est-ce que j'achète? Comment je peux l'acheter? Alors, on a déjà quelques idées bien établies. Un euro numérique, ça servira à acheter aussi bien au point de vente que sur Internet, de personne à personne. Les relations aussi avec les administrations, par exemple pour se faire payer des minima sociaux ou des aides particulières. On parle de chèque énergie. Bien sûr. Ça pourra passer en euro numérique. Pourquoi pas? Effectivement. Ça fait réellement partie des cas d'usage, comme on les appelle. Et puis donc, ces cas d'usage, quelque part, ils vont être traduits dans un type de technologie, dans un type aussi d'interaction avec les intermédiaires, avec des soucis de sécurité, de résilience, de performance, à long terme, de backup aussi de ces solutions que l'on va mettre en œuvre. Mais donc, ça veut dire concrètement que j'aurai un portefeuille dédié qui sera autre chose que mon compte bancaire. Ce sera 2 euros, mais pas 2 euros. Il y aura 1 euro physique sur un compte bancaire et 1 euro numérique sur un autre portefeuille, c'est ça? Alors, il n'y a qu'un seul euro. D'accord, oui. Mais c'est vrai qu'il prend aujourd'hui plusieurs formes. Un euro aujourd'hui, alors pas tout à fait un, mais oui, si, une pièce d'un euro, bien sûr. Un billet de 10, de 20, de 50 euros. Et bien demain, on pourra avoir un euro numérique, 10, 20, X euros numériques, comme on a des euros qui sont sur la carte de paiement. Alors oui, une des idées qui est poussée, très clairement, c'est d'avoir un wallet, donc un portefeuille électronique, où on aura la capacité d'avoir un euro numérique. L'idée, c'est aussi de bien pouvoir identifier, justement, quel serait cet euro numérique, donc d'avoir un visuel, un branding, comme on dit si bien, autour de cet euro numérique. Il reste encore des paramètres à définir de conception, mais on se dirige vers ça, et on se dirige vers une intégration dans, aujourd'hui, les applications qu'ont les banques, et qu'elles mettent à disposition du client, comme vous, comme moi, quand on est consommateur. Et donc, cette intégration, elle pourra prendre la forme, notamment, effectivement, d'applications avec QR code, si on veut rentrer dans les détails, ce genre de choses, mais même du paiement sans contact, qu'on est capable de faire aujourd'hui avec une application ou avec une carte de paiement. L'idée réellement qui est derrière, c'est de faire du digital euro inside. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'insérer réellement dans les moyens de paiement qui existent. Ne pas nécessairement en produire un à côté, mais s'insérer réellement aujourd'hui dans ce que sont les circuits de carte de paiement, dans ce que sont les circuits de paiement, applications mobiles et autres. Mais alors, je reviens sur la question de la plus-value, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que je ne peux pas déjà faire avec une carte bancaire, par exemple? Il y a un certain nombre d'usages qui sont liés à l'inclusion financière, et je parlais aussi de l'inclusion numérique, inclusion digitale. Les paiements de personne à personne, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais si on regarde au niveau européen, c'est très fragmenté. Beaucoup de solutions qui existent au niveau national, pas de manière pan-européenne. D'accord. Un autre point que je mentionnais très rapidement, c'est les paiements avec les administrations, vers les administrations et depuis les administrations. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu le parent pauvre des applications, soit mobiles ou même des modes de paiement que l'on peut imaginer. Surtout quand on a des usages qui sont spécifiques. On pense aux tickets restaurants, qui ont déjà des solutions qui existent, bien sûr, mais pourquoi ne pas venir aussi produire quelque chose de spécifique là-dessus avec un euro numérique? Je parlais des minima sociaux, des chèques énergie, de différentes aides qui pourraient être délivrées justement en euro numérique et ne servir que ce à quoi elles ont été faites. D'accord, je comprends. Et alors, si on regarde un petit peu, donc là, vous l'avez dit, on est en phase d'investigation. Quelles sont les prochaines étapes, du coup? Quand va se finir l'investigation? Quand va commencer peut-être le développement du projet? Quelles sont les grandes étapes du calendrier à suivre? Alors effectivement, on est en plein dans cette phase d'investigation, au milieu de cette phase d'investigation qui a débuté l'an passé, qui se terminera en octobre de cette année. Dans cette phase d'investigation, aujourd'hui, on est en train aussi de regarder les prototypes. Vous avez mentionné 5 sociétés qui effectivement sont utilisées pour faire toute la partie front-end, la partie visible, l'iceberg, on va dire, mais ça nous permet aussi de tester ce que pourraient être les solutions techniques sur le back-end, donc l'architecture que l'on pourrait mettre en œuvre. Ce go, no-go sera donné par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Bien sûr, et puis il permettra d'enclencher une phase de réalisation de l'euro numérique. Donc là, on rentrerait ensuite dans un mode projet. Ce mode projet serait accompagné de manière très claire en 2023, fin 2023, 2024, 2025, par la trajectoire législative dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il va falloir définir aussi le cours légal de cet euro numérique, s'il doit être accepté partout, par qui.
des points d'interrogation qui restent très clairement encore à définir. Alors justement, vous mentionnez les 5 sociétés privées du coup qui travaillent sur la phase d'investigation avant que, j'ai envie de dire, les banques centrales reprennent la main sur le projet, ou les sociétés privées pourraient aller jusqu'au bout du développement? Alors, très clairement, il y a des parties qui nous concernent, nous, banques centrales, ce qu'on appelle le règlement des transactions. C'est d'ailleurs ce qu'on fait exactement aujourd'hui. On a des systèmes qui tournent 24 heures sur 24 pour servir les agents économiques, les intermédiaires financiers, mais aussi, in fine, et finalement, éventuellement, à la fin du fin, les commerçants qui sont derrière et les utilisateurs comme vous et moi. Très clairement, cette séparation, on va dire, elle va continuer à exister lorsqu'on aura un euro numérique. Il y a clairement une partie qui nous sera dédiée. Bien sûr. L'infrastructure qui servira à régler les transactions en euros. La certification du fait que c'est un euro aussi, oui, exactement, puisque nous serons les émetteurs, ou nous serions les émetteurs, je dois vraiment garder le conditionnel de cet euro numérique, mais c'est bien les intermédiaires, donc les banques, les prestataires de services de paiement au sens large, FinTech et autres, qui auront la capacité de fournir des moyens de paiement innovants, avec des choses qu'on n'a pas encore imaginées, mais qui auront cette possibilité d'intégrer l'euro numérique et donc de s'en servir tous les jours dans nos transactions quotidiennes. Merci beaucoup Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer à quoi s'attendre avec l'euro numérique et nous expliquer un petit peu le calendrier. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiement au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.